Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine, à Info Témis, retour sur le match des Pirates de Ville-Marie, une deuxième édition pour le spectacle de Noël Deliberé, 13e édition du Radioton de Témiscamingue First Nation et Salon des artistes et artisans, une 7e édition. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Info Témis. Cette semaine, nos Pirates de Ville-Marie ont défait les Huskies de Séguin le jeudi 9 novembre par la marque de 8-5 à l'Aréna Frère Arthur Bergeron. Les Pirates de Ville-Marie revenaient une deuxième fois sur la glace en fin de semaine samedi pour affronter cette fois-ci les Lynx de West Nipissing. Malgré un début de partie timide, la part des deux équipes et bien que les Lynx aient encore ouvert le score en moins de 3 minutes de jeu, les Pirates prendront un large avance pour finir la première période à 4-1, notamment grâce au début de Montreuil, La Chapelle, Caron et Peters. La deuxième période sera plus chaudement disputée et les Lynx montreront leur croc en inscrivant 3 buts. Mais les Pirates conserveront leur avance en envoyant la rondelle au fond des filets des Lynx par 4 fois encore. Cédric Lachapelle effectuera un tour du chapeau grâce à un doublé en deuxième période, tandis que Marc-Antoine Paquin et Samuel Caron seront responsables des 2 autres buts. En troisième période, une bagarre renverra Alex Peters au vestiaire et obligera ainsi les Pirates à jouer à 4 sur la glace, pendant un bon tiers de la période. Malgré un autre but, les Lynx ne reviendront pas au score, laissant les Pirates vainqueurs par la marque de 8-5. Voici maintenant le reportage des Pirates du match de ce samedi avec Francis Prudhomme. C'est donc une victoire convaincante des Pirates, 8-5. Pourtant, les Lynx avaient inscrit le premier but à 17-0-10. Mais les Pirates répliquent à 14-37 en avantage numérique. Un but d'Alex Montreuil, assisté d'Alex Peter et Gresner. C'est sûr que, tu sais, avec toutes les blessés et les suspendus qu'on a, on a moins d'effectifs. Fait que les gars, tu sais, comme de 4e ligne, ils jouent plus, puis ça paraît, là, tu sais, ils font un excellent job, puis ils remplacent ceux-là qui sont pas là. Tu sais, Belrose, c'est un gros manque, puis à soir, les joueurs qu'on voit moins, ils ont sorti pas mal. Là. Puis, deuxième filet des Pirates, qui est l'œuvre de Cédric Lachapelle, assisté de Lemieux et Bloom. De gros arrêts de la part de Jean-Mathieu Ouellette garde son équipe dans le match. Troisième but sans réplique des Pirates. Cette fois, c'est Samuel Caron de Alex Peters. Et les Pirates inscriront un 4e but avant la fin de la première période. Alex Peters de Samuel Caron. C'est 4-1 après une période. J'ai bien aimé qu'on a continué notre émotion. Surtout en première période, on a sorti fort. On n'a pas fait ça à tous nos matchs. On aimait ça, puis il faut que ça continue comme ça. En début de deuxième période, un combat éclate alors qu'Alex Peters jette les gants. Puis, les Lynx inscrivent un deuxième but avant de voir les Pirates répliquer à 10 minutes 27. Un but de Marc-Antoine Paquin, assisté de Gresner et Lévesque.
Wesley Pessing réplique avant de voir Cédric Lachapelle inscrire un deuxième filet sur une superbe passe d'Hugo Bloom et de Justin Lemieux. Puis, un troisième but de Cédric Lachapelle, de Bloom et Lemieux. Je suis content. Écoute, je pense que toute l'équipe, à soir, on est sorti comme qu'on voulait sortir. Faisait une coupe de game que peut-être ça marchait pas autant que je voulais. Fait que à soir, ça a fait du bien. Là, 3 belles passes de Blum, puis il me restait juste à mettre ça dans le fond du net. Les Rinx répliquent aussitôt avant d'avoir un but de Samuel Caron avec 30 secondes à faire sur une passe d'Alex Duguay et Gresner. C'est 8-4 Pirates après 2 périodes. En troisième période, Andrew Rogers défend ses coéquipiers en jetant les gants. Il écope toutefois de 7 minutes de punition. Wesley Pessing s'inscrit à la marque à 4 contre 3. Ce sera le seul but qu'ils inscriront en avantage numérique. Les Pirates s'en tirent donc bien. Oui, absolument. Écoute, on a vu des gars comme Marc-Antoine Paquin scorer son premier but à soir, un gros but. Sinon, Lemieux est venu jouer avec moi et Hugo, puis il nous a bien complété toute la game. Victoire convaincante des Pirates, 8-5. Justement, c'est votre troisième match contre les Lynx. Une victoire avant ça, une victoire de chaque côté. Est-ce qu'il y a une petite rivalité qui s'installe avec cette équipe-là? Je te dirais que contre tous les clubs, ça commence à brasser un peu plus, mais principalement contre Témis. Puis écoute, contre les Lynx, ben, si on peut gagner le restant des games contre eux autres cette année, ça va faire du bien. Bien, c'est sûr, avec la première game qu'on a joué contre eux autres, on a gagné quand même assez facilement. La deuxième, on a très mal joué, puis ça a mal fini. Puis, garde à soir, là, on voulait vraiment pas que ça se reproduise, fait que on s'est donné à fond, puis ça donne un excellent match. Oui, je te dirais, garde, avec Témiscamingue, c'est sûr c'est pire. Là. Garde, on est vraiment plus proche, là, mais avec les Lynx, puis surtout à McGuinn aussi, là, le fait qu'on soit proche, là, ça fait vraiment des beaux matchs de hockey. C'était Francis Prudhomme pour TV Témis. Un spectacle de Noël d'une grande envergure se prépare pour sa deuxième année à Haileybury du côté de l'Ontario. En effet, seulement 7 membres d'un comité organisateur ont mis la main à la pâte pour offrir un chant de Noël gracieux dans quelques jours seulement. Des artistes locaux et de qualité seront au rendez-vous. À l'origine, le projet était supposé être une campagne de financement pour réparer le célèbre orgue de l'endroit. Finalement, le tout a pris rapidement une ampleur et s'est transformé en tradition. Il est juste de préciser que le spectacle se déroule dans une cathédrale, ce qui offre une ambiance particulièrement paisible et un acoustique merveilleux ainsi que de l'espace. L'équipe du comité ne s'arrête pas qu'à ce lieu. Ils ont même préparé un décor à saveur des fêtes pour combler toute la famille. Il va y avoir du chant, des duos et même quelques chansons à répondre. C'est le 19 novembre, dimanche, après-midi à 14h, au 241 Sutherland Way à Haileybury. Les billets seront en vente au coût de 15 $ à la Pierreterie de Notre-Dame-du-Nord. TV Témis a rencontré 2 membres principaux fondateurs du comité, Gracia Lacroix et Denis Lacroix. Voici l'entrevue de cette rencontre. Gracia Lacroix, membre du comité organisateur. Denis Lacroix, membre du comité organisateur. Du spectacle de Noël de la paroisse Sainte-Croix à Haileybury. C'est vraiment un spectacle de Noël parce qu'il va y avoir beaucoup de chants. Cette année, on prend une autre avenue. On a décidé de faire... L'année passée, c'était un petit peu plus solennel. Cette année, on a décidé de faire ça un petit peu plus rythmé, avec même des chansons à répondre. Donc, c'est une belle place là, pour se mettre dans l'atmosphère de Noël. C'est la 2e édition. Cette année, ça s'appelle La magie dans Noël, pour notre 2e édition. À tout le monde, vraiment, c'est de tous les âges, même pour les enfants. C'est vraiment familial. C'est comme j'ai dit tantôt, c'est une place pour se mettre dans l'esprit de Noël puis avoir du plaisir.
Mais nous, ça a commencé parce que c'était une levée de fonds pour la réparation de notre orgue avant. Puis on l'a fait l'an passé, puis c'était un grand succès. Fait qu'on a dit on le refait cette année. Mais puis la grosse ouvrage, c'est d'aller chercher les talents locaux. Puis on a 2 bons réalisateurs, qui est Robert Saint-Cyr et René Charette, qui sont des magiciens de la musique. Alors, c'est eux autres qui préparent tous les numéros. Nous autres, on a juste à mettre ça en place. Est-ce que le spectacle gagne un certain profit? Oui, les profits vont être utilisés pour la réparation de l'orgue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la réparation de l'orgue, c'est une maintenance qu'on va faire qui doit se faire à peu près à tous les 15-20 ans. Nous, ça fait au moins 25 ans que ça n'a pas été fait. Donc, c'est ça. On veut juste la remettre en bon état puisque c'était une ancienne cathédrale. On est 7 dans le comité. Les réunions se font... au commencement, c'est pas mal intense, mais là, comme on fait notre dernière réunion cette semaine pour les derniers préparatifs, puis voir comment est-ce que la vente de billets va. Et est-ce que vous pensez peut-être avoir une édition l'année prochaine? On penserait que oui, parce que les gens semblent vraiment aimer ça, puis c'est vraiment une activité communautaire, que les gens se rassemblent puis ont du plaisir, puis on n'en a pas beaucoup. Puis il faut se préciser que c'est un spectacle bilingue, donc on invite les gens du Québec à joindre à nous. Puis c'est ça. Puis l'an prochain, on va peut-être approcher du monde, des artistes du Québec s'ils veulent venir se joindre à notre concert, pour participer à notre concert. Fait qu'on leur lance l'invitation. S'il y en a qui veulent venir joindre à nous, ils ont juste qu'à nous contacter. Ça donne une seconde vie aussi à la cathédrale qui doit servir pour la messe surtout, j'imagine? Seulement pour la messe, oui. Et comme tu dis, les églises, c'est pas... c'est des grosses bâtisses, mais il faut les garder aller. C'est immense. Ça vaut la peine. Elle vaut la peine d'être vue, notre église, vraiment. Elle vaut la peine d'être vue. Puis on a aussi, pour le spectacle, on a des très beaux décors. Donc, c'est ça. Ça vaut la peine de venir faire une petite visite. Donc, c'est quand, le spectacle? Le spectacle, c'est dimanche, le 19 novembre, à 2h l'après-midi. Il y a encore des billets à vendre. Vous pouvez vous procurer des billets à la PRETRI de Notre-Dame-du-Nord et ou appeler les numéros que Gracia peut vous donner. Le 705-672-2140 ou bien le 705-672-3061. Puis juste en passant, on peut vous donner les artistes locaux qui vont participer. On a Jody Bigelow, Jeff Manners, Marie Léveillé, Judith Weiser, Elizabeth McKern, Daniel Allaire, Natasha Rivard et Cindy King-Carl. Puis il va même avoir des chansons à répondre. Donc, on lance l'invitation et les billets sont au coût de... 15 $. 20 $ à la porte. Avec ça. Bien, merci beaucoup d'être venu me voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. La semaine dernière soulignait la 13e édition du Kids Christmas Radiothon à Témiscamingue First Nation. Un radiothon, c'est un événement radiophonique qui consiste à cumuler des dons de membres de la communauté. Dans ce cas-ci, l'objectif est de ramasser des fonds pour offrir des cadeaux de Noël aux enfants de la communauté. Les gens qui écoutaient la radio du CHNN 92.3 FM jeudi dernier pouvaient téléphoner à la station pour offrir leurs dons et en même temps avoir une demande spéciale de chansons de Noël sur les ondes de la radio. Le comité a grandement encouragé les organismes, les entreprises et les individus à participer collectivement à cet événement. Les lignes étaient ouvertes de 9h à 17h en cette journée glaciale. Voici le reportage de l'événement. Le montant des dons s'élève à 3 000 $ et correspond à donner des cadeaux pour plusieurs enfants dans la communauté. Un beau geste collectif qui souligne la magie de Noël. Voici donc le reportage de la journée du 9 novembre. D'abord, aujourd'hui, 9 novembre, c'est une journée spéciale pour la Témiscamingue First Nation. Qu'est-ce qui se passe au juste? Aujourd'hui, on fait notre Radiothon. C'est notre 13e cette année. C'est où que les gens peuvent appeler pour faire des dons. On accumule l'argent pour acheter des cadeaux pour les enfants de la communauté. Pour tous les enfants? Oui, tous les enfants. Ça fait presque 2 mois qu'on a un petit pamphlet qui circule dans la petite... tu pourrais dire... Le journal local? Le journal local, Okay. exactement. Puis il demande c'est quoi qu'ils aimeraient avoir, puis des idées de cadeaux. Puis moi, puis mon amie Janice, ça travaille avec les jeunes. On s'en va magasiner le 29 novembre pour ramasser tous ces cadeaux-là. Est-ce que c'est votre première année de participation à vous, personnellement? Non, ça fait plusieurs années, mais là, c'est la première année où que je vais aller acheter les cadeaux. Fait que ça va être intéressant. Toys R Us, ça va rouler.
C'est ça, je voulais savoir en fait comment on se sentait là, quand on va magasiner ces cadeaux-là, mais c'est votre première expérience. Oui. Vous vous sentez comment? Là? Bien, je me sens bien. Je trouve que c'est quelque chose d'important. On est très chanceux d'être capable d'offrir ça à la communauté. Oui, on offre ça à tous les enfants. Oui, peut-être qu'il y a des enfants qui ont des cadeaux, mais il y a surtout des enfants qui n'en ont pas. C'est pour ça qu'on met ça pour tout le monde. Donc aujourd'hui, CHNT participe au Radioton. C'est la 13e année. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la radio participe à ce Radioton? Nous autres, on participe chaque année parce que c'est bien important pour les jeunes de la communauté. Ils recevoir les jouets, puis les... Ça donne du bonheur aux enfants. Oui. On fait ça chaque année. On va continuer de faire. C'est bien comment on dit ça en français, mais d'assister comme le header, puis sa gang. C'est bien fun, puis on l'aime ça. La communauté. Donc, c'est la 13e édition cette année. Est-ce que vous savez d'où est-ce que ça a parti, ce téléthon-là? Pas trop Radioton? Sûr où que ça partit. Je sais que ça fait plusieurs années. Même moi, quand j'étais très, très jeune, j'avais des petits cadeaux que j'avais, là, puis je suis 28 ans aujourd'hui. Fait que ça fait plusieurs années. Mais le Radiothon, où qu'on demandait pour les dons, ça fait 13 ans qu'on fait ça. Donc, c'est en collaboration avec la radio locale ici à Témiscamingue First Nation. Qu'est-ce qui se passe juste au niveau musical ou comment ça se passe? Parlez-moi de la journée en particulier. Bien, aujourd'hui, les gens peuvent appeler aux stations CHNT 92.3 FM, puis il dit leur nom, c'est le montant qu'il veut donner, puis aussi il dit une chanson de Noël qu'il aimerait écouter. Donc, c'est parfait, là, c'est la journée, on se prépare pour les fêtes aujourd'hui en même temps. Exactement, puis on est déjà rendu à 1 500 $, puis on a jusqu'à 5 heures aujourd'hui. Alors, c'est excitant, les gens ont encore une semaine où ils peuvent apporter de l'argent, tu peux le débarquer au Health Center. Puis c'est ça, on est prêt, puis tu te sens bien faire des choses de même. Donc, vous collaborez avec le centre de santé local. Oui, c'est ce que vous voulez dire. Oui, exactement. Oui. L'animation, la programmation est différente aussi aujourd'hui? Oui, c'est toutes les chansons de Noël. On fait du monde qui appelle sur le téléphone ou sur l'Internet pour une chanson spécifique de Noël, puis on joue ça. Ou même non-Noël, on joue, puis... c'est fun. Ça fait une ambiance. Là, oui, exactement, avec le neige dehors aussi. Là. Bien, merci pour votre participation. Merci, thank you. Oui. Est-ce qu'il y a un objectif au niveau du montant? Pas nécessairement. Chaque année, ça change, tout dépendant. Il y en a qui disent « Ah, je donne 100 $, je veux que d'autres bureaux matchent le 100 $. Ouais. Fait que c'est des petits challenges que les gens se donnent. Mais non, pas nécessairement. Donc, aujourd'hui, à mi-journée, on a déjà 1 500 $. Vous disiez qu'il reste encore quelques jours, une semaine pour faire nos dons. Donnez-nous donc un numéro de téléphone là, pour avoir plus de détails si les gens entendent ça et qui ont envie de faire un don. Tu peux appeler au centre de santé, le 819-723-2260. Puis tu peux parler à notre réceptionniste, puis elle va être heureuse pour vous diriger à la bonne direction pour faire un don. Merci beaucoup et joyeux temps des fêtes. Merci à toi aussi. Cette semaine se tenait la 7e édition du Salon des artistes et artisans du Témiscamingue à la salle Richelieu de Lorrainville. Plusieurs kiosques de tout genre étaient sur place pour proposer leurs produits. Une 50aine d'artisans ont donné rendez-vous aux Témiscamiens et Témiscamiennes pour faire leur magasinage du temps des fêtes. Que ce soit des articles de tricot, des bijoux de fantaisie, des jouets pour enfants en bois, des décorations de Noël, des livres pour enfants et plein d'autres. Un service de cantine était offert le vendredi soir pour accueillir les artisans et clients et nous avons été témoins de la première sortie publique de notre préfète Claire Bolduc qui avait un discours inspirant sur le salon. Cette année, une œuvre d'une artiste peintre en voie de formation était à vendre. Vous pouviez faire des transactions pour vous la procurer au coût de 2 $. Le salon s'est terminé samedi après-midi à 17 h. À chaque année, la demande d'un kiosque au salon est très présente de la part des artisans. Christian Paquette, membre du comité organisateur, trouve toujours cela rassurant de voir autant d'artisans qui veulent s'impliquer dans cet événement. Ce qui est difficile parfois, c'est de monter les kiosques. À une certaine époque, le comité recevait un certain montant d'argent qui leur permettait d'engager une équipe pour monter les kiosques rapidement. Cette année, il y avait moins de subventions et les membres ont dû trouver un autre moyen plus épuisant de monter les kiosques. Si la tendance se maintient, il pourrait ne pas y avoir de salon l'année prochaine.
C'est le moment de trouver une solution pour éviter l'épuisement professionnel et continuer d'avoir le Salon des artisans qui est bénéfique à chaque année pour les artistes du Témiscamingue. Le Salon des artistes et artisans du Témiscamingue, c'est une invitation de la Galerie Notre-Dame, de la Fabrique Gepetto et de la municipalité de Loretteville. La culture au Témiscamingue, une seconde nature. Je vous présente donc le reportage de l'événement. Sachez d'ailleurs que l'équipe de TV Témis est allée tourner ces célèbres capsules du Guide des fêtes. Surveillez bien nos horaires, vous risquez de voir passer de la magie de Noël très bientôt. Je vous présente donc le reportage. Bien, là, on est sur le plancher de la 7e édition du Salon des artistes et artisans du Témiscamingue. Cette édition, ça passe très vite. Dans les 3 premières années, on a connu une progression fulgurante au niveau de l'achalandage, au niveau des retombées économiques. Dans les 3 dernières années, ça a été plus stable. On a maintenu notre achalandage et nos retombées économiques. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Ouais. Mais ça fait 7 ans qu'on est au salon ici. Vous êtes là depuis le début, là? Oui, on est ici depuis le début. Cette année, la tendance veut également qu'on maintienne ces chiffres-là, c'est-à-dire environ 1500 visiteurs, 30 000 de retombées économiques. C'est quand même appréciable, c'est intéressant. Maintenant, la 7e édition devient une année charnière pour nous, c'est-à-dire qu'on va réévaluer l'ensemble du salon, de sa préparation, du montage du kiosque, sa conformité, mettons, au niveau de la disposition des kiosques, la publicité, quel moyen qu'on pourrait améliorer la publicité. On veut mettre en avant-plan les réseaux sociaux. Je pense que maintenant, on ne peut plus passer aux côtés. Fait qu'on va mettre en avant-plan les réseaux sociaux et voir également au niveau des artistes et des artisans, quels sont leurs besoins. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte qu'ils vivent un moment beaucoup plus agréable, qu'il y ait plus de gens qui viennent, puis améliorer le volume de vente. C'est bien parce qu'on ne connaissait pas vraiment ça, mais on trouve ça c'est plaisant, puis on a des beaux commentaires aussi. Oui, puis nous autres, ça nous fait une place pour vendre nos jouets. C'est ça. Ça va très bien. Très bien. Nous autres, on est surpris à chaque année. Oui, on est chanceux parce que on vend nos jouets, puis le monde, ils sont contents, puis les enfants sont contents, puis c'est vraiment le fun. Mettons, le Salon des artisans, si vous deviez le décrire en quelques mots, vous diriez quoi? Ah bien, nous autres, on trouve c'est ça merveilleux pour parce nous autres. qu'il y a plusieurs, comme il dit, chacun est différent, chaque kiosque est différent, ça fait de la nouveauté. Ça nous fait connaître du monde et tout. Oui. C'est vraiment le fun. On fraternise avec d'autres, puis c'est le fun. Ouais. Ça fait qu'à chaque année, on en revoit qui était là aussi. Fait que là, ben, c'est ça. Ça va bien. Oui, oui. Ah oui, c'est... Il y en a des nouveaux à chaque année, des nouveaux qui exposent eux autres tout. Là, puis c'est beau de voir parce qu'on des fois, on échange des idées et tout. C'est ça, c'est le fun. J'occupe 2 paliers. Je suis exposant et également organisateur du salon.
il y a quand même une équipe là, qui me soutient. On est 4 personnes au niveau du comité. À travers ça, vont se greffer des bénévoles. Maintenant, au niveau des bénévoles, ça devient très difficile. Donc, cette année, un des gros défis, ça va être de renouveler notre équipe de bénévoles afin d'organiser le salon, la 8e édition. Le Théâtre du Rift dévoilait sa programmation mercredi dernier dans un spécial 5 à 7 en présence de ses membres ainsi que de ses commanditaires de spectacles. La directrice générale Amélie Cordeau était fière de dévoiler une programmation diversifiée. Elle annonce dans un article du journal Le Reflet que l'équipe a misé sur l'équilibre dans l'offre, familiale, humour, théâtre. Elle soutient qu'étant donné que nous sommes en région éloignée, ce n'est pas une raison de ne pas avoir droit à certains spectacles. Ça fait partie du mandat du diffuseur du Rift. L'un des gros coups de cette programmation hivernale est certainement Claude Pelgag, récipiendaire du Félix de l'auteur-compositeur de l'année au dernier gala de la Disque. Sa présence dans la programmation était déjà en pourparlers avant ses récentes récompenses, mais gageons qu'elles donneront un plus-value à sa venue en région. Notons aussi, entre autres, que les spectacles de François Massicotte, Guy Nantel, Bill Bestiole ou Daniel Lavoie pour sa tournée d'adieu font également partie de cette nouvelle programmation. C'est de rendez-vous à tous les Témiscamiens et Témiscamiennes. La station de recherche agroalimentaire de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, située à Notre-Dame-du-Nord, poursuit sa mission. Son principal attrait est la dématérialisation des cours, l'UQAT ayant toujours revendiqué son ancrage à la hauteur de la région. Une appartenance forte que l'université défend depuis toujours. L'UQAT fut la première université du réseau à lancer un signal fort en décidant de porter le nom de sa région plutôt que le nom de la ville de son siège social, comme l'ont fait les autres universités du Québec. En premier lieu, le volet centre de formation, accessible à distance ou non, offre un accès complet aux locaux et infrastructures de la station pour tous les étudiants inscrits, et ce, en tout temps. Les étudiants peuvent ainsi venir à leur guise en soirée ou la fin de semaine, ce qui peut s'avérer pratique pour un parent souhaitant un retour aux études, par exemple. Dans les programmes à distance, une large palette s'offre aux étudiants, que ce soit en gestion santé, éducation ou même environnement minier. Notons aussi des formations uniques en milieu autochtone, comme Piwasea, qui permet d'acquérir une meilleure compréhension des réalités passées et présentes des Premières Nations. Autrement, le volet de recherche scientifique se concentre sur le milieu de l'agriculture et offre aussi une formation d'études supérieures telles que la maîtrise et le doctorat. Un micro-programme à distance en agriculture fourragère dispensé exclusivement par la station de recherche à travers le Québec vient d'être mis en place. Des étudiants aussi loin que l'Apocatière ou du Lac-Saint-Jean suivent actuellement ce cours, ce qui permet d'assurer une visibilité à l'UQAT en dehors de la région. Présentement, 2 professeurs, Carole Lafrenière et Vincent Poirier, travaillent activement en recherche à la station. Plusieurs projets sont en train d'être faits. La recherche est quelque chose qui avance très lentement et sur laquelle on travaille à long terme. À partir du moment où les chercheurs trouvent une idée, cela peut prendre 6 mois pour déposer une demande et un autre 6 mois pour avoir une réponse. Ensuite, c'est 2-3 ans pour récolter des données et enfin, avec ces dernières, écrire un article. Une autre preuve de l'ancrage du territoire, la nouvelle directrice Isabelle Ouellette a fait le choix de s'impliquer dans la planification du plan stratégique du Témiscamingue. La Corporation de développement enseignement supérieur et la formation professionnelle, ainsi que le Comité de la persévérance scolaire et le groupe Tisser des liens veulent aider les gens à s'impliquer.
Comme chaque année, les élèves du cours en entrepreneuriat à l'école Gilbert-Théberge de Témiscamingue redoublent d'ingéniosité afin de proposer de nouvelles activités lors des célébrations. Par exemple, cette année, à l'Halloween, c'est le concept du Escape Room, ou on peut appeler aussi une chambre d'évasion, qui a été choisi pour divertir les élèves. Ce principe consiste en un groupe de personnes enfermées dans une pièce remplie d'énigmes. Le but, c'est de s'échapper en résolvant les énigmes qui conduisent à la clé pour sortir de l'endroit. Le tout dans une période de temps allouée. Les 3 élèves du cours, Audrey Pétrin, Erika Levac et Catherine Bernard, se sont respectivement occupés des pièces dont les thèmes étaient la prison, l'asile de fous et la morgue sanglante. Pas moins de 2 mois de préparation leur ont été nécessaires pour la création des décors, des personnages. Des personnages joués par les 8 élèves finissants de secondaire 5. Une artiste maquilleuse, Julie Loyer, s'est même déplacée pour l'occasion afin de rendre les comédiennes plus effrayantes possibles. Aussi, une vidéo promotionnelle avait été réalisée en amont par l'équipe afin de faire durer le suspense de l'activité, qui a d'ailleurs été très appréciée par les autres élèves. Malheureusement, aucune équipe n'a réussi à résoudre les énigmes. Nous vous rappelons que le cours d'entrepreneuriat est donné par Karine Hull et permet aux élèves de développer des compétences en gestion, comme la planification de projets et de son budget. Un article intéressant dans le journal La Frontière est sorti il y a quelques semaines sur un sujet très intéressant. Si vous vous faites congédier de votre dernier emploi, comme l'explique en entrevue, et comment l'expliquer en entrevue pour un autre emploi? Vous vous sentez mal, votre estime de vous-même est ébranlée et ce n'est pas toujours facile d'expliquer correctement la situation. Mais pas de panique, vous devez d'abord prendre du recul, dans le sens qu'il faut prendre du temps pour vous avant de chercher un nouvel emploi. Vous ne devez pas être émotif lorsque vous en parlez. Vous traversez une sorte de période de deuil de fin d'emploi. C'est normal. Au début, vous rejetez la faute sur l'employeur et c'est chose commune. Il faudra faire preuve d'ouverture et d'humilité ainsi que de réflexion personnelle. C'est une bonne idée d'en parler et d'évacuer tout cela. Ça va aider à vous désensibiliser lorsque le sujet sera remis sur table. Ensuite, vous devez répondre à cette situation avec empathie et non réagir avec émotion. C'est peut-être un malentendu ou une mauvaise adéquation entre les besoins du poste et vos compétences. On ne rejette donc pas la faute sur les autres. Restez positif quant à votre situation et demandez-vous quel autre poste pourrait mieux correspondre à vos compétences. Malheureusement, certaines personnes vont éviter le sujet, ne voudront pas en reparler et vont refouler cette situation. C'est une mauvaise idée. Il faut faire preuve de transparence, c'est plus honnête. Autre chose qu'il faut se faire, ce sont les références. Il y a des chances que votre futur employeur appelle votre ancien employeur et lui demande comment c'était de travailler avec vous. Peut-être que vous étiez une personne en retard souvent ou que vous aviez connu des conflits avec l'équipe. C'est donc très important de terminer votre emploi en bons termes avec votre employeur pour éviter les rengaines. Peut-être même discuter de votre future recherche d'emploi avec lui, ça peut peut-être vous aider. C'est donc un article très intéressant. Encore une fois, du côté des élections municipales, les citoyens tenaient à souligner que les 21 municipalités comptent maintenant 60 femmes au sein du conseil municipal du Témiscamingue, dont la préfète Claire Bolduc et 6 mairesses au Témiscamingue, pour un total de 29 % des 21 postes comblés et 53 conseillères élues pour un total de 44 % des 120 postes comblés. La presque totalité des conseils municipaux compte des femmes conseillères, dans une portion allant de 0 à 5 femmes. Il y a seulement 2 municipalités qui n'en comptent aucune. Nous soulignons qu'il y a quand même 6 postes de conseillères ou conseillers encore à combler. Saviez-vous qu'en 2005, il n'y avait que 37 conseillères et que maintenant nous en avons 53? C'est une grande hausse de 44 %. Félicitations aux 82 femmes qui ont relevé le défi et enrichi cette élection municipale par leur vision, leur intérêt et leur dynamisme. Félicitations à tous les élus et aux électeurs et électrices qui ont démontré leur confiance en elles. Bravo à tous! Un prochain dîner-partage est mis en place par la maison d'hébergement de l'Équinoxe. Un dîner-partage, c'est l'occasion de prendre un moment pour soi et discuter avec des gens, à votre rythme sur des sujets qui touchent directement les femmes. Un repas est offert gratuitement sur place et un atelier est proposé de 13h30 à 15h. Il est possible pour vous d'apporter vos enfants parce qu'une travailleuse sera disponible pour eux. Si jamais vous n'avez pas de transport, également, plusieurs options s'offrent à vous. La maison contribue aux frais de déplacement et de gardiennage. Les dîners auront lieu à partir de 11h30 le 22 novembre. Vous n'avez qu'à confirmer votre présence en téléphonant. Un souper de Noël est également prévu le 14 décembre. Restez à l'affût. La campagne de membership de TV Témis est encore actuelle pour tous et toutes. Si vous êtes intéressé à devenir membre, contactez-nous au studio au 819-723-2814. Vous pouvez aussi vous rendre sur témis.tv dans l'onglet « Nos services » et ensuite dans l'onglet « Devenir membre ». Lorsque vous devenez membre, vous êtes automatiquement mis dans un tirage que nous allons faire le 14 décembre.
Vous courez la chance de gagner un bon d'achat chez la pharmacie Viens et Adam, le proxime de Ville-Marie, ou encore chez Fleurs et Jardins 2000. Seulement 2 chanceux pourront remporter ces prix. Ça peut valoir le coup d'essayer. Renseignez-vous sur notre campagne, mais surtout, passez le mot. Voilà ce qui complète votre bulletin de nouvelles cette semaine. Soyez à l'affût des autres émissions de notre programmation. Cette semaine, au Télémag, voyez les grandes chutes en Slow TV. Écoutez nos vidéos de Cuisine Express avec la Foire Gourmande 2017 et ne manquez pas le bingo de TV Témis les mercredis dès 18h. C'est un rendez-vous au nom de l'équipe complète de TV Témis. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.